Ils sont influenceurs, sportifs, gamers, pompiers, humoristes. Leur point commun, des rêves plein la tête et surtout une volonté de briser les idées reçues sur le handicap. Sur les réseaux sociaux, ils cumulent des milliers de likes et de commentaires. La recette de leur succès, nous leur avons posé la question. Bienvenue sur le podcast Influence-moi, signé handicap.fr et présenté par Clotilde Costil et Cassandre Rogeret. Ça n'intéresse personne, un gars en fauteuil. Cette phrase, Arthur Bocheron la prononce quelques jours après le début du premier confinement en mars 2020. Le jeune homme de 19 ans, atteint d'une amyotrophie spinale de type 2, une maladie musculaire, crée alors sans grande conviction son premier compte TikTok. Il ne le sait pas encore, mais dans quelques mois, il sera l'une des stars françaises du réseau social chinois. Il s'emploie alors à poster des vidéos de son quotidien en fauteuil roulant pour, je cite, « éduquer à la différence », mais pas que. Et ça paye. Répliques de télé-réalité, chorégraphie en fauteuil, challenge en tout genre, ces vidéos mêlent l'humour et le sérieux avec brio. Résultat, il franchit en quelques mois la barre des 700 000 abonnés et va jusqu'à se filmer sur le parvis de l'Élysée en compagnie d'Emmanuel et Brigitte Macron. Au milieu de cette vie à 1000 à l'heure, le jeune homme s'est même payé le luxe d'écrire un livre, Les roues sur terre, aux éditions First. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors, comment fait-on pour les garder, ces roues sur terre, quand on a du succès et autant d'abonnés ? Franchement, faut pas trop se rendre compte, faut essayer de vivre l'instant présent et de profiter de chaque moment et de chaque rencontre et de chaque histoire et c'est comme ça qu'on garde les roues sur terre. Tu le dis toi-même, tu as 10 stades de France réunis qui te suivent sur TikTok. Ça ne donne pas trop le tournis ? Franchement, si. C'est un peu perturbant quand on y pense. Surtout que j'étais dans une salle de concert il y a 2 jours et je me dis waouh, franchement, c'est énorme, quoi. Et franchement, j'essaie de pas trop y penser parce que sinon ça va me faire stresser. J'imagine que tu noues une relation particulière avec tes abonnés. Est-ce que tu en connais quelques-uns parmi ce flot de personnes ? Carrément, j'en rencontre beaucoup dans la rue tous les jours, des personnes lambda, des jeunes et aussi des personnes en situation de handicap qui viennent me voir en me disant merci pour les vidéos que tu as faites et tout, ça a pu changer le regard des gens, de mes proches et tout. Donc franchement, c'est génial. Et toi, concrètement, comment les réseaux sociaux ont changé ta vie ? Est-ce que tu as des exemples au quotidien de changements particuliers ? Franchement, les changements particuliers, je pense que c'est les rencontres. Parce que grâce au réseau, pour tout vous dire, quasiment tous mes amis aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux que je les ai rencontrés et grâce à mon aventure que j'ai commencé pendant le premier confinement. Est-ce que tu peux revenir, pour ceux qui n'ont pas encore lu ton livre, sur comment cette histoire, cette aventure a commencé sur les réseaux sociaux ? Alors du coup, on est pendant le premier confinement, au début du premier confinement, en mars, je crois, 2020. Et là, le Covid arrive, personne ne sait ce que c'est. Mes parents ont un petit peu peur parce que forcément, ça peut attaquer un peu les poumons. Donc on sait pas trop ce que c'est à cette époque-là. Du coup, ils commencent à prendre un peu peur. Et sachant que mes parents, même avec le confinement, ils font un travail où ils voient toujours du monde. En gros, ils ont préféré m'envoyer chez mes grands-parents qui habitent à genre 20-30 minutes de chez moi. Et donc, j'ai passé tout mon confinement chez mes grands-parents. Et je vous avoue que je me suis pas mal ennuyé. J'ai regardé toutes les séries, j'ai appelé tous mes amis en FaceTime. J'ai vraiment fait le tour. Et j'ai vu que TikTok commençait à prendre de plus en plus d'ampleur, du coup, pendant ce fameux premier confinement. Et que voilà, il y avait de plus en plus de personnes qui émergeaient dessus. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas commencer à faire 2-3 vidéos. Donc au début, j'ai fait des vidéos, comme tout le monde, comme mes amis qui n'avaient rien à voir avec mon handicap. Et au fur et à mesure, les gens ont vu que j'étais en fauteuil roulant et ont commencé à me poser des questions en commentaire en me disant tiens, j'ai vu que tu étais en fauteuil, comment tu vas à la piscine ? Comment tu prends l'avion ? Comment tu prends le train ? Et c'est là que j'ai commencé à répondre, parce que sur TikTok, il y a une fonctionnalité où on peut répondre aux commentaires en vidéo. Et donc, c'est là que j'ai commencé à répondre aux commentaires et aux questions que les gens se posaient. Et c'est là que ça a de suite fonctionné, quoi. Est-ce qu'avant, tu avais déjà envisagé de travailler, entre guillemets, sur les réseaux sociaux ou c'était quelque chose auquel tu n'avais pas du tout pensé ?
Ben franchement, j'ai toujours aimé cet univers-là, même pas forcément les réseaux et tout, mais la caméra et tout. J'imitais Laurent Delahousse quand j'étais petit. J'ai des vidéos de moi que je ne ressortirai jamais parce que j'ai honte. Tu l'as dit sur ce podcast, hein, on le note. Exactement. Non, mais franchement, il y a des vidéos pas mal que j'ai dans le disque dur où j'imite Laurent Delahousse. Mais enfin voilà, j'ai toujours été passionné un peu par ça. Et c'est vrai que je me suis dit, ben, de toute façon, tu revois plus tes amis pendant des mois maintenant avec le confinement. T'as rien à perdre, personne va te juger. T'es enfermé dans ta chambre. Donc, c'est parti. Et t'as jamais eu aucune appréhension à te filmer comme ça devant des centaines de milliers de personnes? Ben, quand j'ai vu que mes proches commençaient à voir mes vidéos, que mes amis commençaient à les voir, parce que moi, j'en avais pas forcément parlé à tout le monde, genre juste à mes amis les plus proches, mais quand je vois qu'il y a des gens du lycée qui commencent à les voir, que ça prend de plus en plus d'ampleur, là je me dis ah oui quand même c'est des vraies personnes derrière ces chiffres. À quel moment ça a vraiment pris de l'ampleur et ça a tout simplement buzzé en fait? Ben franchement dès le début, c'est ça qui est fou, c'est que dès que j'ai commencé à répondre aux questions, ben je pense qu'il y a une telle désinformation des jeunes sur le handicap que ben en fait les gens étaient juste curieux de savoir comment une personne en fauteuil roulant pouvait faire ça ou ça, voilà. Mais c'était pas une volonté première de ta part de parler de ton handicap. Tu le disais tout à l'heure, toi au début, l'idée c'était vraiment de faire des vidéos fun sur TikTok. Voilà, enfin c'était juste même avec mes amis, genre vraiment je rebondissais sur des petites vidéos en mode genre c'est quand que le confinement il se termine, j'aimerais trop retrouver ma vie d'avant et tout, genre des trucs comme ça, vraiment banal. Aujourd'hui, c'est un sujet qui fait partie intégrante de tes vidéos, de tes posts, le handicap. Tu sembles avoir grandi avec la volonté d'inclusion chevillée au corps, bien avant les réseaux sociaux. D'où te vient cet engagement? Ben, du coup, je pense que c'est principalement grâce à mes parents qui ont toujours fait en sorte que je sois le plus inclus possible, que je fasse le maximum de choses possibles. Donc, ils m'ont fait voyager, par exemple au Sénégal, aux États-Unis, partout, pour que je me rende compte aussi de la chance que j'avais, surtout quand j'ai été au Sénégal, parce que c'est pas les mêmes conditions que moi en France, et que voilà, c'est aussi pour me faire prendre compte de la chance que j'ai de vivre en France avec avec les aides, avec le fauteuil que j'ai, parce que j'en ai vu au Sénégal qui avait vraiment un bout de ferraille comparé à ce que j'avais, donc franchement c'est là que tu te rends compte et que tu te forges un peu ton esprit. Et du coup, mes parents ont aussi fait le choix d'habiter en centre-ville. Et c'est vrai que c'était primordial parce que quand tu vois que le matin, je dois attendre 3, 4, 5 trams des fois avant de monter parce que on est en heure de pointe et que personne se bouge forcément parce qu'il n'y a pas de place. Et même parfois ça peut être dangereux, hein. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit non, on va habiter dans le centre. Il y a la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, dans un rayon de 50 mètres autour de chez nous. Donc au moins il pourra faire toute sa scolarité sans se prendre la tête avec les transports. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ça a été vraiment réfléchi. Et tu disais, tu as pu comparer avec d'autres pays et te dire que voilà, la France, il y a pas mal de choses qui vont bien. Mais tu te sers aussi de ta voix en tant qu'influenceur pour aussi pointer du doigt certains retards en termes d'accessibilité. C'est quelque chose que tu constates au quotidien en tant que personne en situation de handicap. Carrément, bien sûr. Après, bon, voilà, tout ne peut pas aller forcément bien à 100%. Et voilà, il y a des choses qui vont peut-être pas changer. Mais par exemple, voilà, les nouveaux trucs, c'est les trottinettes, les vélos électriques qui sont garés partout sur les trottoirs n'importe comment. C'est vrai que moi, ça, j'avoue qu'au quotidien, des fois, ça me fait aller sur la route, que ce soit la nuit. Enfin, voilà, ça peut être super dangereux. Et même à partir de 19h30, les commerces, ils ferment. Et ils sortent leurs poubelles sur le trottoir, sauf que c'est souvent des trottoirs super étroits, et donc pour passer, j'y arrive pas, je peux pas me faufiler comme une personne valide, et donc ce qui me fait aller sur la route, je prends de plus en plus de danger à faire ça. Donc c'est vrai que voilà, ça faudrait que ça change, et puis je me bats aussi pour la SNCF, parce que je trouve que c'est la honte, parce que pour pouvoir monter dans un train quand t'es en fauteuil roulant, il faut réserver un billet minimum 48 heures à l'avance pour qu'une personne de l'assistance te sorte une rampe pour monter dans le train. C'est-à-dire que si tu réserves pas 48 heures à l'avance, tu peux techniquement être interdit de monter dans le train. Et en 2022, moi je trouve que c'est la honte en France, quoi. Il n'y a pas assez de personnel, donc ils sont obligés de faire des plannings et de prévoir 48 heures à l'avance
pour que tout aille bien. Sauf que je sais que ouais, je suis jeune, j'ai envie de profiter de ma vie et j'ai aussi des fois envie de faire des voyages, enfin des voyages entre guillemets, des week-ends et tout avec mes potes sans que ce soit prévu 3 mois à l'avance. Et voilà, et si j'ai envie de me dire, bah tiens, demain on part à Arcachon ou je sais pas, à côté de chez moi, on part à une journée à la plage et tout, bah je peux pas. Je peux pas. Donc je trouve que c'est la honte. Donc pour toi, les réseaux sociaux, c'est un moyen de diffuser des good vibes, de sensibiliser, mais aussi de pousser des coups de gueule quelque part. Ouais, carrément. Après, voilà, j'essaye de pas non plus trop amener de négatif et tout. Mais quand il y a des choses qui vont pas comme ça et que ça me paraît vraiment évident qu'il y a un problème, bah, j'hésite pas à le dire, à le répéter, et je le répéterai jusqu'à ce que ça change. Et je pense que la SNCF est au courant. Mais enfin, voilà, je lâcherai pas sur ça. Et tu parlais de la SNCF, est-ce que tu as eu un retour de leur part? Ben, j'ai envoyé mon livre au directeur de la SNCF. J'attends son retour, mais en tout cas, enfin voilà, les retours que j'ai eus, c'est sur les réseaux et c'était pas ouf, quoi. Et justement, il y a pas très longtemps, on t'a vu poster une photo devant un abribus avec une affiche de la marque Danette, Ouais, avec tous le debout, slogan ouais. Tous debout pour Danette. Tu les as mentionnés et il me semble que tu as eu aussi un retour sur Twitter de leur part. Ouais, exactement. Franchement, mais moi, je l'ai pas du tout pris au... Enfin, la vidéo que j'ai fait, c'était vraiment du second degré à fond, quoi. Enfin, genre, j'ai vu cette affiche. En fait, je suis passé devant. J'allais à fond. Franchement, je traçais. Et je tourne la tête et je vois cette affiche. Je me dis, mais c'était incroyable, faut que j'en fasse une vidéo. Genre, c'est trop drôle. Et au final, j'en ai fait une vidéo. Ils ont répondu trop sympa et tout. Ouais. Mais enfin, voilà, c'est de l'humour, hein. C'était de l'humour, c'était du second Ah oui, degré, vraiment. mais eux l'ont peut-être pris au premier degré. Peut-être, parce que forcément, il y en a qui comprennent pas et qui ont dû les mentionner en mode c'est quoi, c'est horrible et tout. Alors qu'au final, pas du tout, c'est drôle au contraire. Ouais. Aujourd'hui, TikTok et Instagram, puisque tu es aussi sur Instagram, ont pris une place prédominante dans ta vie. Comment tu trouves un équilibre entre le virtuel et le réel? Ben franchement, j'essaye de... Enfin voilà, je sors beaucoup avec mes amis, tout le temps, tous les jours, je m'enferme pas dans ma chambre avec mon téléphone toute la journée. Et puis voilà, ce qui est cool avec les réseaux, maintenant Instagram avec Reels et TikTok, c'est que enfin voilà, on peut poser son téléphone n'importe où et faire une vidéo comme ça instantanée, voilà, vraiment un truc de spontané. Donc je réfléchis pas quand je fais une vidéo, c'est un truc, voilà, j'y pense tout de suite et je tourne la vidéo et en 3 secondes c'est fait, quoi. J'imagine que ça doit pas toujours être facile d'allier une vie d'étudiant à une vie d'influenceur. Est-ce que tu as dû mettre tes études entre parenthèses pour te consacrer pleinement aux réseaux sociaux? Alors effectivement, ben là du coup j'étais en première année dans une école de communication parce que justement c'est un domaine qui m'intéresse pas mal, mais aussi avec ce que je fais sur les réseaux. Et du coup j'avoue que j'ai pas réussi trop à gérer les deux avec le livre qui est arrivé, les sollicitations que j'avais par rapport au livre aussi et par rapport en plus à mes réseaux, à l'agence dans laquelle je suis pour voilà qui m'aide à avoir des partenariats avec des marques qui m'intéressent. C'est vrai que j'arrivais pas à suivre les deux, donc on en a pas mal discuté avec mes parents, même avec mes grands-parents, et je me suis dit pourquoi pas faire une année de pause, voilà, mettre mes études en stand-by une année, je me consacre à fond sur les réseaux, je fais un maximum, je produis beaucoup, je trouve des nouvelles idées, j'essaye d'innover et on verra ce que ça donne. Et si jamais je me sens pas à l'aise dans cette nouvelle vie, je reprends mes études. Voilà, mais je voulais pas louper cette opportunité parce que je me dis que les réseaux, voilà, c'est une chance dans une vie. Si je pars demain et je reviens dans 3 ans, ça aura pas du tout le même impact que si je m'y mets à fond maintenant, tant que les gens me connaissent, quoi. Alors que les études, on peut les reprendre quand on veut en soi. Ça peut être plus difficile à reprendre. Mais voilà, donc One Life et c'est parti. Et donc tu t'abandonnes pas l'idée d'un jour peut-être reprendre tes études et de faire un boulot plus... Oui, voilà, déjà j'ai moins fait... hors norme, entre guillemets. C'est ça, déjà j'ai fait une année en communication. J'ai quand même pas mal de bases pour le moment. Donc voilà, je ferme pas l'idée à reprendre mes études un jour. Et pourquoi pas travailler dans la communication. Et tu parlais de tes parents, est-ce qu'ils ont déjà émis une inquiétude à propos de ta carrière sur les réseaux sociaux ou pas du tout, ils te suivent pleinement?
Ben franchement, ils me suivent pleinement. Ma mère, elle s'est créé son petit compte TikTok. Mon père aussi, il regarde tout ce que je fais. Et non, c'est mignon, c'est mignon. Et voilà, ils suivent ce que je fais, ils me font confiance. Ils savent qu'ils peuvent me faire confiance aussi. Dans ton livre, tu écris: ça fait des années qu'on me dévisage lorsque je sillonne les rues aux commandes de mon bolide. Mhm. J'imagine qu'aujourd'hui, on te dévisage, mais pour d'autres raisons, notamment ta nouvelle notoriété. C'est ça, ben c'est ça, et puis je rencontre des personnes trop sympas tout le temps, franchement des personnes qui me partagent leur histoire, enfin voilà, il y a une petite fille, je le dis souvent, qui est venue me voir et qui m'a dit, franchement avant j'avais trop peur des personnes en fauteuil, des handicapés et tout, ça me faisait trop peur, et grâce à toi, bah enfin franchement je les vois comme des personnes tout à fait normales et tout, donc enfin ça c'était mignon. Tu as l'impression de donner une nouvelle image du handicap? Ben, j'essaye parce que je pense qu'il y a beaucoup de clichés, de préjugés et tout. Et franchement, j'ai pas envie que les gens aient cette image parce parce que c'est pas la réalité pour tout le monde, quoi. Tu parles de clichés et d'images un petit peu archaïques, tu peux en dire un petit peu plus? Bah, genre une personne qui a pas de vie sociale, qui reste enfermée chez elle, qui est, enfin voilà, qui est, comment dire, enfin pas introverti, enfin voilà, des trucs comme ça, qui est toute la journée dans son lit et tout. Enfin, il y a vraiment des gens qui sont surpris de voir une personne en fauteuil roulant qui peut voyager, enfin en tout cas avec une maladie quoi, qui peut voyager, qui peut sortir avec ses amis tout le temps et tout. Il y en a, ils m'arrêtent dans la rue, ils me font ah ouais, mais franchement, tu fais pas mal de choses et tout. Je te suis, tu fais beaucoup de choses. Je pensais pas qu'une personne en fauteuil, ça pouvait faire autant de choses et tout. Ça te fatigue pas. Voilà, des choses comme ça. Et j'essaye de contrer un peu ça. Tu le prends plutôt bien, justement, que ces personnes t'arrêtent dans la rue pour, parfois, avec certaines maladresses, mais plus une forme de curiosité. Bah oui, et puis aussi, ça me fait plaisir de voir qu'ils me disent ça parce que c'est ce que j'essaye de montrer, voilà, qu'on peut bah, justement profiter pleinement de sa vie, même en étant en fauteuil et en ayant une maladie telle que la mienne, dans mon cas, bien sûr. Mm. Tu parlais de cette petite fille qui t'a interpellée, c'était sur les réseaux sociaux? Non, c'était dans la Dans vraie vie. dans la Dans rue, la vraie ouais. vie, dans la rue, elle est venue me voir et tout. Mm. Il y avait sa mère, elle était un peu gênée derrière, mais au moins elle avait un franc-parler, c'était sympa. Et justement, est-ce que tu as l'impression que tu peux aujourd'hui être considéré comme un modèle pour certaines personnes en situation de handicap ou pas? Ben, en vrai, j'ai pas trop envie d'être un modèle ou quoi que ce soit. Voilà, c'est toujours sympa quand je reçois des bons commentaires ou si jamais j'aide des personnes en situation de handicap. Enfin voilà, je sais qu'il y a des personnes en fauteuil qui montrent mes vidéos à leurs amis pour qu'ils comprennent ben, la réalité et tout. Mais après, voilà, j'ai pas envie d'être un modèle parce que bien sûr, bah, toutes les problématiques sur le handicap et tout, personnellement, je vais pas m'avancer dessus parce que j'y connais pas grand chose, tous les papiers, tout ce qu'il faut faire, les aides, machin, j'ai 19 ans et ça a toujours été mes parents qui s'en sont chargés, quoi. Donc, c'est vrai que sur ça, je sais pas ce qui va, il y a sûrement des choses qui vont pas du tout et des choses qui vont très bien comparé à d'autres pays. Tu parlais de tes parents, comment ils accueillent ta notoriété justement? Ben franchement, ils sont super fiers, ils sont super contents et ils ont des retours aussi de leurs amis et tout qui regardent ce que je fais. Donc voilà, ils ont un œil sur tout ce que je fais, ils regardent, ils me donnent leur avis et tout, mais ils me font confiance et c'est le principal. Il y a un point en particulier sur lequel ils doivent être fiers, c'est que tu as rencontré le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron il y a quelque temps déjà. Tu y consacres un chapitre dans ton livre. Est-ce que tu pourrais nous en raconter quelques bribes? Alors, en gros, c'était à l'occasion du Duo Day. Donc c'est une personne qui a une entreprise, enfin si je résume bien, hein, ça se trouve j'ai pas tout compris à la lettre près, mais en tout cas, par exemple une personne voilà, qui travaille peut accueillir pendant une journée une personne en situation de handicap pour lui faire vivre son quotidien. Et donc pour promotionner un petit peu cette journée, chaque ministre avait une personne en situation de handicap avec elle pendant toute la journée. Et en gros, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, me suivait déjà depuis un petit moment sur les réseaux et il suivait ce que je faisais. Et donc, bah, il a vu cette journée et il s'est dit bah, pourquoi pas inviter Arthur. Je l'ai invité même sur 2 jours, lui faire vivre une journée avec moi en tant que porte-parole du gouvernement
Et le lendemain, c'était le mercredi, et donc c'était le conseil des ministres. Et donc, pourquoi pas l'emmener visiter l'Élysée et rencontrer le président et voilà, lui faire vivre un truc sympa, quoi. De quoi on parle avec le président de la République? Franchement, c'est vrai qu'il y a 1 an à peu près, j'avais fait une vidéo promotionnelle pour que les gens fassent attention avec le Covid et tout ça. Et direct, quand il m'a vu, il m'a dit j'ai vu ta vidéo, félicitations pour ce que t'as fait et tout, c'est trop bien. Et puis, enfin voilà, c'est cool. Et puis, il m'a dit merci pour ce que je faisais sur les réseaux, que ça aidait pas mal de gens et ça a accompagné l'ouverture d'esprit de chacun, quoi. Est-ce que tu as quelques anecdotes un peu croustillantes à nous raconter sur cette expérience? Non, franchement, le plus impressionnant, c'est quand t'arrives à l'Élysée, forcément, t'as les voitures de police, en fait, avec des alarmes, quoi. Et du coup, tu traverses tout Paris à une vitesse folle. Et ça, c'est une expérience incroyable, quoi. C'est trop bien. Parce qu'ils sont venus te chercher. Ouais, exactement. En fait, ils sont venus me chercher à l'hôtel avec Gabriel Attal dans la voiture. Et du coup, on a été direct à l'Élysée pour le conseil des ministres qui allait commencer. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as les gyrophares et que tu traverses tout Paris à fond, quoi. C'est le duo D de A à Z. Ah ouais, vraiment. Ah vraiment, moi j'ai adoré. Et il me semble aussi avoir lu que Brigitte Macron promène son chien avec Michel Drucker. Exactement, petite info croustillante que j'ai pu placer dans le livre. Non, c'est vrai. C'est vrai, franchement, on discutait de ça à table. Oui, c'est une anecdote qu'elle t'a partagée. Ouais, franchement, mais c'est fou, quoi. Enfin, c'est dingue. Quand on a 700 000 abonnés, qu'on rencontre un succès un petit peu fulgurant et qu'on en vient même à rencontrer le couple présidentiel, je reviens à la question qu'on te pose au début, il n'y a pas un moment où on prend un peu la grosse tête ou je pense que ça peut... T'as réussi à garder les roues sur terre véritablement? Franchement, ouais. Moi, je vis toujours chez mes parents, je vis toujours à Bordeaux. Enfin, voilà, j'ai ma petite vie, j'ai mes amis qui sont là-bas, donc j'ai quand même une stabilité. Donc non, franchement, j'essaye au maximum d'être moi-même. Et puis je sais que mes amis, ils ont aussi un fort caractère et que s'il y a quelque chose qui change, ils me le diront direct. Et moi, je leur dis même, si jamais vous voyez un jour que y a un truc qui change dans mon comportement et tout, dites-le moi parce que j'ai pas envie de devenir quelqu'un que je suis pas, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu poussais parfois des petits coups de gueule, notamment vis-à-vis de la SNCF. Est-ce que tu as eu l'occasion, comme tu as été au sommet, entre guillemets, de l'État, de partager ces expériences un peu négatives par rapport à l'accessibilité? Est-ce que tu as pu en discuter avec le président ou avec des ministres? Alors avec le président directement, non. Mais par contre, j'ai pu discuter assez longuement avec la ministre chargée des personnes en situation de handicap. Et donc, Sophie Cluzel. Sophie Cluzel, exactement. Et du coup, enfin voilà, elle m'a écouté. Et puis, elle a écouté tout ce que j'avais à dire sur la SNCF, sur les aéroports, sur tous les problèmes que j'ai pu avoir. Et donc, j'espère que ça va avancer. On l'a dit un petit peu tout au long de cette interview, mais peut-être que tu peux préciser cette question. Comment les réseaux sociaux peuvent, selon toi, changer le regard sur le handicap? Je pense que déjà, c'est le fait de répondre à des questions comme j'ai fait, voilà, ne serait-ce que des questions bêtes. Est-ce que tu dors sur ton fauteuil? Genre des trucs comme ça qui peuvent paraître tout bêtes pour moi, mais qui au final, pour des jeunes, voilà, ils voient que mon fauteuil a la fonctionnalité de s'allonger, donc ils se disent pourquoi il dort pas dedans, enfin des trucs comme ça. Donc je pense que déjà des petites vidéos comme ça, ça fait avancer les choses. Et j'aimerais aussi, je trouve que ça serait génial pour les jeunes, des interventions avec des personnes en situation de handicap qui racontent leur parcours et qui racontent voilà, qu'on peut s'en sortir même en étant handicapé. Enfin, moi, ce serait une solution, je pense, pour faire évoluer les choses aussi. Mais du coup, pour toi, c'est plutôt l'aspect spontané en fait des réseaux sociaux qui permet de changer le regard, le fait d'être directement en lien avec le plus grand nombre. Ouais, je pense parce que déjà, on le voit grâce à TikTok, la visibilité qu'on peut avoir grâce à cette application, c'est là que c'est complètement dingue. Parce que tu touches voilà, toute la France, Belgique, Canada, Suisse, Maroc, enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est une portée de dingue. Vraiment. Alors, faut pas se leurrer, la toile n'est pas toujours très tendre. Est-ce que tu as déjà été dénigré ou harcelé depuis tes débuts? Alors, harcelé, non. Mais bien sûr que, enfin moi franchement, j'ai eu pas mal de chance de ne jamais recevoir vraiment des vagues de haine ou des choses comme ça. J'ai toujours eu des gens très bienveillants dans mes commentaires,
dans mes DM sur Instagram et tout ça, j'ai eu des gens super sympas et qui m'ont toujours soutenu. Mais forcément, après, dans tout le lot, il peut pas y avoir que des personnes sympas et des personnes intelligentes. Enfin voilà, il y a toujours même des enfants hein, qui prennent du plaisir à insulter ou à écrire des choses horribles, quoi. Donc voilà. Comment tu réagis par rapport à cette méchanceté gratuite ? Ben, franchement, l'indifférence, c'est la meilleure chose parce que, enfin voilà, je regarde le profil, c'est un enfant de 10 ans avec que des photos de Fortnite sur son profil et donc voilà, enfin je me dis ça vaut même pas la peine de répondre ou d'essayer de comprendre quoi. Un jour, quelqu'un qui m'a envoyé, enfin c'était il y a 1 an, donc faudrait bien que je me souvienne de l'histoire, mais il m'avait juste envoyé un screen en mode ah franchement ce serait bien que tu regardes ça et c'était genre une explication Wikipédia comme quoi à l'époque ils envoyaient enfin ils faisaient tuer les handicapés pendant la guerre et tout et il m'a dit ah c'est très bien que tu regardes ça. Enfin voilà, des trucs comme ça quoi. Bon, c'est des trucs que tu te souviens qui te marquent quoi, parce que ça c'est les premiers trucs que tu reçois qui peuvent être blessants quoi. Donc voilà, et puis à partir de là je me suis dit bon je regarde pas, je m'en fous et c'est pas ça qui va m'arrêter quoi. Ouais. Dans ton livre, à un moment, tu dis « Il ne s'agit que d'un monde virtuel, ma vie n'est pas en jeu, je peux reprendre le cours de mon existence ». Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter ? Alors non, j'ai jamais pensé à tout arrêter parce que c'est une opportunité incroyable et c'est voilà faire passer mon message, faire passer mes idées et puis en apprendre plus aux gens, éduquer un peu plus les gens sur ce sujet. Donc voilà, j'ai jamais été démotivé ou quoi que ce soit. Et comment tu imagines ta vie en dehors des réseaux sociaux, même après ? Ben franchement, j'aimerais bien... Enfin moi, en fait, mon rêve, c'est d'être acteur. J'aimerais trop. Mais pour l'instant, j'aimerais bien enfin voilà, continuer ce que je fais sur les réseaux. Pourquoi pas lancer un podcast, ça j'aimerais bien. Tu vas nous faire de la concurrence. Voilà, c'est ça, bientôt. Et voilà, sinon, dans la communication, j'aimerais bien travailler. Et peut-être un second livre dans les tuyaux ? Peut-être, non, pour l'instant, déjà, j'ai raconté toute mon histoire là, c'est assez. Mais peut-être dans quelques années, quand il m'arrivera des choses encore plus folles. Bah, c'est de beaux projets en perspective, en tout cas. Merci. Place maintenant aux questions signature de ce podcast. Cassandre, à toi le micro. Alors Arthur, c'est quoi la remarque qui te dérange le plus quand on parle de ton handicap ? En vrai, je m'attarde pas trop sur les remarques que font les gens, mais je pense que c'est ma voix. Ce qui n'a rien à voir avec ton handicap en soi. Ce qui n'a rien à voir avec mon handicap, effectivement. Mais des fois, vu que j'ai la voix un peu plus aiguë et que la voix, j'ai appris ça récemment, que c'était les cordes vocales, que c'était un muscle, apparemment. Et que du coup, comme mon handicap affaiblit mes muscles, des fois, ma voix, elle est plus aiguë et des fois plus grave. D'accord. Voilà. C'est quoi la musique qui te rebooste en 4 coups de mou ? C'est un son de Aretha Franklin et c'est I Say a Little Prayer. Voilà. Oh, super. Quelle est ta différence, ton atout majeur ? Tu as 1 minute top chrono, influence-moi. Moi, j'essaye de montrer que du positif sur mes réseaux, sur le handicap, essayer de vous prouver qu'un jeune peut kiffer sa vie même en étant en fauteuil roulant, qu'il peut sortir, voyager avec ses potes et faire tout ce qu'il y a de plus normal, avec parfois quelques galères et des coups de gueule au passage. Et voilà, suivez-moi. Ça fait pas 1 minute, mais on prend. C'est quoi ton mantra, la phrase qui te fait avancer au quotidien ? Qui ne tente rien n'a rien. Parce que j'ai toujours osé aller voir les gens, essayer de saisir des opportunités et de pas avoir peur. J'ai cru voir sur ta coque qu'il y avait écrit « Everything will be okay ». En anglais, ça veut dire « tout ira très bien ». C'est aussi une phrase qui te fait avancer. Alors, pour la petite anecdote, le mot qu'il y a sur ma coque, je l'ai arraché d'une porte il y a approximativement 45 minutes. Donc juste avant qu'on se rencontre. Juste avant qu'on se rencontre, et je me suis dit, ouais, cette phrase, elle est mignonne et ça va me déstresser un peu pour mes interviews. Donc, c'était un signe, en fait, voilà, finalement. Sûrement.
Merci Arthur pour cette interview avec les roues sur terre. Pour en savoir plus sur toi, rendez-vous sur tes pages Instagram et TikTok en tapant Arthur Bocheron tout simplement. Et si vous voulez en savoir encore plus, on vous recommande chaudement la lecture du livre Les roues sur terre aux éditions First. Onde positive garantie. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Clotilde Costil et Cassandre Rogeret pour handicap.fr. On vous dit à la semaine prochaine pour un autre Influence-moi. En attendant, pour découvrir ou redécouvrir tous les autres épisodes, rendez-vous sur handicap.fr. À bientôt!